Voilà, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir, de passer ce moment avec vous et de parler de l'enfant intérieur. C'est une grande joie de pouvoir rester connecté à vous tous grâce à YouTube, grâce à Morgane qui est mon petit ange gardien pour toute la technique, pour toute la communication et qui m'aide pour que ça puisse avoir lieu. Donc un grand merci à Morgane et s'il y a des soucis, elle répondra sur le côté dans le chat à vos questions. Et si vous avez des questions pendant la conférence, posez-les et Morgane me les fera savoir. Voilà. Donc, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Je ne sais pas si tout le monde me connaît. J'ai beaucoup d'élèves, d'anciens, de stagiaires qui vont être sur cette conférence. Mais je vais quand même rappeler un peu qui je suis avant de commencer. Donc, je m'appelle Catherine Henry Plessier. J'ai été dans une autre vie médecin et je suis passée de la médecine du corps à la médecine de l'âme et à la médecine du cœur. C'est une façon beaucoup plus holistique d'aborder l'être humain et qui permet de réparer davantage, de rester en bonne santé, de faire de la prévention et d'emmener les gens vers leur épanouissement, vers leur projet de vie. Donc voilà, très simplement qui je suis. Ce parcours m'a conduite des maîtres de l'Inde aux chamans de l'Amazonie, aux universités américaines comme Manchester University, IAM University. J'avais fait une formation classique en psychologie, psychothérapie, psychologie positive, analyse transactionnelle, PNL, bon j'en passe. Donc j'ai fait pas mal de formations et je mets tous ces outils au service de la vie. Ce dont nous allons parler ce soir, ce ne sont pas des choses que vous allez trouver dans des livres, c'est de l'expérience. Ce sont 40 années d'expérience au service de la vie, au service des personnes qui m'ont conduite à cette vision du développement personnel et particulièrement cette vision de l'enfant intérieur. Avant de commencer, je voudrais rappeler que pour ceux qui souhaiteront explorer, utiliser ces outils, vous pourrez nous retrouver le 9 et le 10 janvier. Normalement, le Forum 104 sera rouvert pour le séminaire d'initiation aux états d'expansion de conscience. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire et vous pouvez le faire par Internet. Et pour ceux qui ont déjà fait le 2 jours, le séminaire de 4 jours de janvier est ouvert. Là, il n'y a que 6 places. C'est en profondeur et en résidentiel. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire auprès de moi. Pour le 2 jours, vous pouvez le faire par Internet. Voilà. Ceci étant dit, nous allons parler de cet enfant intérieur. Donc, pour commencer, vous me verrez regarder un peu mes notes parce que je voudrais faire un petit rappel sur comment on en est venu à parler de l'enfant intérieur et puis après, j'ai plus du tout besoin de mes notes et je vous expliquerai. Et de temps en temps, je vous montrerai des dessins pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est que cet enfant intérieur que nous avons tous au fond de nous? Et cet enfant au fond de nous, c'est un enfant en souffrance. Il est réduit au silence par l'adulte que nous sommes et il se manifeste dans notre vie. Il se manifeste de façon inconsciente, il agit à notre insu, il n'est pas toujours créateur de valeur, il nous fait faire des choses ou dire des choses qui ne sont pas toujours justes. Ce qui est important, c'est de le reconnaître, d'aller à sa rencontre, de l'accompagner, de l'écouter, de le réparer, parce que cela permet de libérer notre essence profonde, notre potentiel créatif, notre spontanéité et finalement notre propre nature, notre je suis. Le psychiatre Carl Gustav Jung avait remarqué déjà il y a très longtemps, peut-être je dirais dans les années 30-40, que dans l'analyse de rêve, l'enfant, le symbole de l'enfant était annonciateur de renouveau, de changement, de transformation. Il annonçait une énergie nouvelle. Et dans le processus d'évolution qu'on appelle l'individuation,
Carl Gustav Jung nous invite à aller à la rencontre de nos profondeurs et particulièrement de notre enfant intérieur et d'y faire face. Cette rencontre est capitale pour passer dans ce qu'on appelle l'individuation, c'est devenir l'adulte autonome, centré, chez qui le soi, sa perfection, ce qu'il a de meilleur, peut s'exprimer. Dans les années 60, les prémices de la psychologie commencent à parler de l'enfant intérieur. Les prémices de l'enfant intérieur voient le jour dans ce monde de la psy. Et d'abord, on va en parler comme la forme de notre personnalité qui garde sa sensibilité d'enfant et qui nous amène parfois à nous comporter de façon puérile, de façon totalement immature. On va voir un petit peu plus l'enfant intérieur avec Eric Berne, qui, dans les bases de l'analyse transactionnelle, va différencier 3 parties. Dans le moi, le parent, qui est plutôt normatif, qui va donner le cadre de la loi, la sécurité, ou nourricier. L'adulte, qui lui est centré, qui agit, qui décide, et puis qui résout les problèmes. Et puis il y a l'enfant qui ressent et qui réagit. On pourrait faire le parallèle avec Freud, avec le surmoi pour représenter les parents, le moi pour représenter l'adulte et le ça pour représenter l'enfant. Ensuite, on va voir Roberto Assagioli qui a fait un très beau travail qui est à l'origine de la psychosynthèse et qui, lui, étudie ce qu'on appelle les sous-personnalités. Ce week-end, dans le parcours en 3 ans, nous avons eu le module sur les archétypes. Et chaque archétype est nourri à plein de sous-personnalités. On dit même quelquefois jusqu'à 2000 par famille archétypale. Eh bien, dans ces familles archétypales, il y a l'enfant. Et cet enfant empêche notre moi profond de s'exprimer et provoque des conflits intérieurs. Pour évoluer, pour s'épanouir, il nous faudra retrouver, accepter nos sous-personnalités, particulièrement celle-ci, celle de l'enfant, qui reste dans l'ombre et que l'on a reniée. Et donc, retrouver cet enfant intérieur, ces sous-personnalités vont redonner de la magie à la vie, du plaisir, de la spontanéité, de la légèreté, une vitalité, une énergie nouvelle. Il n'y a pas besoin de grandir parce que son état d'enfant est une source de richesse intérieure absolument incomparable. Alors, à partir de maintenant, on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que cet enfant intérieur? Cet enfant intérieur, c'est une couche de notre personnalité, une couche profonde de notre personnalité qui s'est construite depuis notre conception. Elle est totalement inconsciente, elle a une énergie propre, elle agit dans notre vie et à notre insu. Cette histoire de notre enfant intérieur, cette couche, elle s'est construite avec notre histoire, de notre conception à aujourd'hui, avec toutes les expériences positives ou négatives, avec les souffrances, les douleurs, tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons vécu. Et elle nous fait croire que nous ne sommes pas assez, que nous sommes trop, que nous sommes moins, que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas à la hauteur, nous sommes remplis de blessures, d'injustice, d'humiliation, de rejet, d'abandon, toutes ces blessures que vous connaissez bien. Eh bien, toutes ces mémoires, toutes ces histoires de l'enfant depuis notre naissance vont semer dans notre vie le doute, la peur, les limitations, les croyances et progressivement, nous allons oublier notre beau potentiel, notre dimension d'être, qui nous sommes vraiment. Nous n'allons plus pouvoir le manifester et nous allons nous identifier à notre couche de souffrance. Donc, il est important d'aller à la rencontre de cet enfant parce qu'en plus, au lieu de nous faire vivre dans le présent, il nous projette en permanence dans le futur avec toutes les peurs. Je ne vais pas savoir, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas être à la hauteur, les doutes, les limitations. Il nous projette dans le passé et fait de nous des victimes. C'est toujours à moi que ça arrive, c'est toujours de ma faute, c'est toujours mon problème à moi, c'est toujours sur moi que ça tombe. Et on va jouer les victimes. Et tant que nous n'en avons pas pris conscience et que nous ne l'avons pas réparé, il agit en nous. Comment se construit notre enfant intérieur?
Dès notre incarnation, nous allons choisir, je dis bien choisir, ça va peut-être heurter certains d'entre vous, mais je dis choisir dans notre incarnation, nous allons choisir notre famille, le milieu dans lequel nous allons vivre, notre environnement, notre religion, tout ce que nous allons vivre dès l'instant où nous allons nous incarner chez une maman et avec un papa, une lignée derrière la maman, une lignée derrière le père, une culture, un milieu social, une religion, un pays d'origine. Tout ça va constituer une première couche. Je vais vous montrer un petit schéma. Est-ce qu'on peut le voir là? Oui, voilà, comme ça. Et donc, dans ce petit schéma, au centre, vous avez votre être, votre dimension de je suis, et autour, vous avez toutes les couches que je vais expliquer maintenant. La toute première couche, c'est la couche du karma. Cette couche, je ne pense pas qu'elle touche beaucoup l'enfant intérieur, mais dans cette couche, il y a toutes les mémoires de nos vies antérieures, pour ceux qui y croient, et avec tout ce que nous avons fait, que nous ramenons dans cette vie-ci, que nous allons devoir traiter, c'est ce qu'on appelle la dette karmique. La deuxième couche, c'est la couche du collectif qui nous vient de notre pays, de notre culture, de notre milieu social, de tout notre environnement, qui va nous teinter, nous éduquer, nous donner nos repères, nos dogmes, tout ce qui va éduquer, faire notre éducation et notre référentiel. Il y a aussi tout ce qui vient de nos parents dans cette couche, toute la partie familiale avec toutes les hérédités que nous avons, des lignées avec qui nous sommes en lien. Par exemple, la lignée paternelle, la lignée maternelle. Dès l'instant où nous avons le même prénom qu'un ancêtre, le même jour, le même mois de naissance et le même rang de fratrie, il y a des chances que nous soyons en lien de fidélité avec. Donc, ça va teinter la structure de cet enfant intérieur. La troisième couche, c'est la couche de notre histoire personnelle. Et c'est la couche qui ici est en rouge. Vous voyez, il y a la couche en violet, la couche karmique, la couche en bleu, la couche du collectif, la couche en rose, c'est la couche qui me vient de ma famille, et la couche en rouge avec toutes les petites étoiles, c'est la couche de mon histoire personnelle. Mon histoire personnelle, elle se constitue depuis ma naissance, depuis même ma conception. Toutes les petites mémoires, toutes les petites étoiles que j'ai dessinées dans la couche de l'histoire personnelle, ce sont toutes les expériences vécues depuis notre conception. Si l'enfant n'est pas désiré, si pendant la grossesse il ne reçoit pas d'amour, si on ne s'occupe pas vraiment de cet enfant qui est attendu ou pas attendu, qui est un accident ou qui n'est pas souhaité, eh bien tout cela va créer ce qu'on appelle des mémoires qui vont tout doucement amener le petit bébé dans le ventre maternel à déjà penser qu'il n'a pas beaucoup de valeur. Dès la conception, donc, et dès la grossesse, également la naissance, suivant comment elle va se passer, s'il y a eu des forceps, s'il a fallu aller chercher l'enfant avec une ventouse, avec ses forceps, s'il est né par le ciel, s'il est né par la tête, s'il a été bien accueilli, cet enfant, eh bien, en fonction de son vécu, aura des mémoires de naissance positives ou négatives. Il est important de savoir que les mémoires de la grossesse, de la conception et de la naissance vont constituer ce qu'on appelle le schéma racine de la vie, c'est-à-dire la stratégie inconsciente profonde de notre vie et qui va impacter notre vie tout au long de notre parcours, qui va se répéter et se décliner dans tous les aspects de notre vie. On appelle ça le schéma racine. On peut découvrir ce schéma racine avec une expansion de conscience qu'on appelle la matrice périnatale, que nous faisons sur le séminaire de 4 jours, et nous faisons un travail très, très en profondeur sur toutes ces mémoires afin de découvrir ce schéma racine. Ensuite, les mémoires de l'enfance, tout ce que l'enfant va vivre dans sa petite enfance, tout ce qu'il va ressentir. Est-ce qu'il est aimé? Est-ce qu'il est encouragé? Est-ce qu'il est valorisé? Est-ce qu'il est accompagné?
Donc, les mémoires de la petite enfance sont très importantes parce que de la petite enfance, de la naissance jusqu'à l'âge de 6-7 ans, ce sont les mémoires qui vont structurer la personnalité de l'enfant. Ces mémoires de la petite enfance vont s'ajouter aux mémoires de l'enfance, mettons de 6 à 11 ans, les années primaires, et ce que l'enfant aura vécu avec ses parents, avec ses frères et sœurs, ses grands-parents, son environnement, ses éducateurs, ce qu'il aura vécu à l'école, avec ses amis, avec les instituteurs, ce qu'il aura vécu pendant ses vacances, tout ce qu'il aura vécu de positif fera un référentiel positif, tout ce qu'il aura vécu de négatif fera des mémoires et un référentiel négatif. Ces mémoires sont extrêmement importantes parce qu'elles vont impacter la vie par la suite et nous le verrons tout à l'heure en détail. Les mémoires de l'adolescence vont faire qu'elles vont confirmer la structure de personnalité ou l'infirmer. Et donc, si l'enfant est dans un environnement positif, valorisant, équilibrant, il va confirmer la structure de personnalité positive, et s'il a vécu des choses difficiles auparavant, eh bien, ça va commencer à se réparer, et en termes d'image, se réparer également. La vie du jeune adulte, la vie de l'adulte impacte aussi, mais là, ce n'est pas le sujet, on va parler uniquement de l'enfant. Je pars du principe que l'enfant, c'est de la conception jusqu'à la fin de l'adolescence. Tout ce que l'enfant a vécu en termes de jugement, de critique, d'humiliation, d'abandon, de rejet, tout ce qu'il a vécu en termes d'injustice, de carence affective, de maltraitance, de non-respect du corps, d'abus, tout ce qu'il a vécu forme des mémoires extrêmement importantes et extrêmement actives dans la vie. Où se situent ces mémoires ? La plupart de ces mémoires vont faire l'objet d'une résilience, c'est-à-dire que tout doucement, on va oublier ce qui s'est passé, on ne va plus ressentir la douleur qui y est associée, parce que ces mémoires vont partir profondément dans l'inconscient. Et nous mettons beaucoup d'énergie pour les maintenir dans l'inconscient. Je vous montre un petit schéma. Voilà, où on voit l'inconscient. Ah voilà, comme ça c'est mieux. Ce petit schéma-là, voilà, ici l'inconscient avec les mémoires qui sont à l'intérieur et pour lesquelles il va falloir beaucoup d'énergie pour les maintenir dans les profondeurs. Les mémoires sont également stockées dans notre cerveau limbique, dans les centres de la mémoire. Je ne vais pas vous expliquer en tant que médecin le fonctionnement de la mémoire, mais je vous montre un peu ce que c'est que le cerveau limbique. C'est la partie bleue du dessin, vous voyez, la partie au-dessus de la partie orange, c'est le cerveau reptilien, la partie orange, la partie bleue, le cerveau limbique, et la partie marron clair, c'est le cerveau cognitif. Eh bien, les mémoires sont stockées dans notre cerveau. Je vais vous montrer un autre schéma un peu plus net, où on voit, je vais vous l'approcher pour que vous voyez bien le cerveau. Le cognitif, il est en bleu transparent et en bleu clair assez dense, on voit le cerveau limbique avec ici, là, avec les corps calleux, les noyaux gris centraux, les amygdales, les petites cordes. Le cerveau reptilien est la partie qui est en dessous et qui descend le long de la moelle épinière. Le cerveau reptilien est un cerveau automatique et qui fait que s'il n'y a que lui qui fonctionne, on se conduit comme un crocodile. Le cerveau limbique, c'est un cerveau des émotions qui dit j'aime, qui dit je n'ai pas, c'est aussi un centre de la mémoire. Il se conduit comme se conduisent les mammifères qui ont des émotions, qui sont contents ou tristes, qui remuent la queue, qui sautent, qui semblent rire parfois. Le cerveau cognitif, c'est celui qui est le propre de l'homme uniquement, c'est celui qui sert à penser. Donc, nos mémoires sont stockées dans notre cerveau limbique et c'est à ce niveau que nos comportements, centrés ou décentrés, créateurs de valeur ou non créateurs de valeur, vont être provoqués. La deuxième zone de stockage très importante des mémoires de l'enfant, c'est dans le corps énergétique. Je ne suis pas qu'un corps physique, je suis un corps d'énergie. Vous avez ici une petite représentation du corps énergétique.
Et donc, on voit le corps physique en blanc, le corps éthérique en rouge, ensuite en jaune, c'est le corps émotionnel ou astral, en bleu, c'est le corps mental ou causal, en bleu plus foncé, c'est le corps bouddhique ou intuitif, et en violet, c'est le corps atmique ou le corps de l'être. Eh bien, les mémoires sont stockées dans notre corps astral, notre corps émotionnel, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. On l'appelle également le corps de souffrance. Les mémoires sont stockées, elles sont stockées dans les corps. Voilà, je vous ai fait des représentations de toutes les mémoires qu'on peut trouver. Les mémoires de l'enfant sont en rouge dans le corps astral. Elles sont également stockées dans le corps physique, au niveau des muscles, où elles forment des tensions, des nœuds qui sont denses. Et si vous vous faites faire des massages, il est possible que votre masseur ou votre masseuse sente la tension. Et si c'est quelqu'un qui travaille en expansion de conscience, comme certaines personnes que j'ai formées, eh bien, elle pourra vous dire en passant la main sur la tension musculaire, il s'est passé quelque chose dans votre histoire à tel âge, quand vous aviez tel âge, en telle circonstance, parce qu'elle peut voir. Dans notre corps énergétique, nous avons aussi des milliers de canaux énergétiques, on appelle les nadis, on les appelle les méridiens dans le corps physique. Voici une représentation en sanskrit qui vient d'Inde des nadis. Il y a 72 000 nadis. Et c'est important de savoir parce que les mémoires vont faire comme des bouchons sur les canaux énergétiques, comme si elles bouchaient la circulation de l'énergie dans le canal énergétique. Donc, nos mémoires de l'enfant, qui sont à l'origine de nos difficultés, sont stockées dans notre cerveau limbique, dans les centres de la mémoire récente, mémoire ancienne. Ils sont stockés dans notre corps énergétique en faisant des thromboses, comme des bouchons sur nos canaux énergétiques, et empêchent la circulation de l'énergie, et en plus, ils retiennent tous les talents que nous avions au moment de la blessure et que nous avons oubliés, refoulés dans les profondeurs de l'inconscient. Donc, ces mémoires bloquent les énergies dans le corps et font des nœuds dans les muscles. Et quand ce sont des mémoires très dures, très violentes, elles vont aussi jusque dans les cellules, et elles peuvent même amener des modifications des brins d'ADN. Et aujourd'hui, la médecine prouve que certaines mémoires font des modifications d'ADN, et notamment des mémoires transgénérationnelles. Donc voilà pour ces mémoires, voilà ce qui se passe. Maintenant, quelle est la conséquence de toutes ces mémoires et de tout ce qui est stocké dans notre corps énergétique, notre corps physique, notre cerveau limbique? Eh bien, premièrement, toutes ces blessures font que tout doucement, je perds la conscience de ma valeur et j'ai l'image que j'ai de moi qui s'abîme de plus en plus. Je perds la conscience de qui je suis et je m'identifie de plus en plus à ma souffrance. Pour compenser cette souffrance, je vais générer des stratégies inconscientes pour m'adapter au milieu quand je suis enfant, dès le plus jeune âge, dès le nourrisson. Et je vais adapter des stratégies pour soit survivre si le milieu est très hostile, soit m'adapter si le milieu est difficile, soit compenser si je suis beaucoup en manque d'amour, de reconnaissance et de valorisation. Ces stratégies inconscientes, je vais vous en donner quelques exemples pour que vous compreniez bien. Par exemple, la stratégie inconsciente, sois fort. Un enfant qui vit dans un milieu carencé, sans amour, un enfant qui vit dans un milieu où il y a beaucoup de colère vis-à-vis de lui, où on le juge, où on le critique, où peut-être on le bat, on le maltraite, s'il veut survivre, il va devoir être fort. Et que va-t-il faire pour être fort? Eh bien, il va se couper de ses émotions, monter son énergie de vie dans sa tête, ce qui va lui permettre de survivre dans sa tête, dans son monde imaginaire, dans ses rêves dont il est le héros.
Et le fait de se couper de ses émotions, de se couper de son corps, de se couper de son ressenti, va lui permettre de ne pas trop souffrir dans le milieu dans lequel il est arrivé. Un autre exemple de stratégie inconsciente que l'enfant va mettre en place tout seul, ce ne sont pas ses parents qui lui disent de faire ça, c'est lui qui le met en place, c'est Sois parfait par exemple, ce sont des notions qui viennent de l'analyse transactionnelle. Un enfant va chercher à être parfait pour répondre aux exigences parentales, si les parents sont exigeants, durs, sévères et qu'ils attendent que l'enfant soit un enfant parfait. Ou alors, l'enfant va essayer d'être parfait parce qu'il a un parent qui est malade ou qui est victime, plaintif, et il va vouloir le sauver. Et la seule façon de sauver son parent, c'est d'être un enfant parfait. Ou la seule façon d'espérer d'avoir un peu d'amour de son parent, c'est d'être un enfant parfait. Il y a d'autres stratégies inconscientes, comme fais un effort, fais plaisir. Souvent, c'est l'enfant sauveur, l'enfant qui veut s'occuper d'un parent victime, d'un parent malade, qui va être dans cette démarche de fait plaisir. Il met son repère à l'extérieur, il s'oublie et il ne sait plus qu'est-ce qui est bon pour lui. Il fait tout en fonction de son parent ou de l'autre. Donc, voici quelques exemples de stratégies inconscientes ou fais vite. Ensuite, il va y avoir des injonctions que l'enfant va intégrer qui sont aussi des stratégies inconscientes comme ne sois pas toi-même, ne grandis pas, ne sois pas un enfant, ne réussis pas. Ce sont des choses totalement inconscientes, n'aie pas de valeur à tes propres yeux, n'aie pas d'esprit, ne pense pas, ne ressens pas. Tout ça, ce sont des stratégies inconscientes qu'on retrouve également dans l'analyse transactionnelle. Quels sont les impacts de ces mémoires et de tout ça dans votre vie? Ces mémoires vont faire partie de votre référentiel expérientiel, votre référentiel d'expérience. Ce référentiel va se projeter sur toutes les situations de votre vie. Dès l'instant où vous vivez une situation, quelle qu'elle soit, les informations de la situation vont monter au cerveau par le filtre du cerveau limbique, qui est le centre de la mémoire, une partie de la mémoire récente et une partie de la mémoire lointaine. Ce filtre va chercher dans le référentiel des mémoires qui sont stockées à quoi ressemble l'information qui est donnée. Je vais vous donner un petit exemple tout simple. Imaginez, je suis convoquée dans le bureau de mon chef. Comment est mon chef? Il est charmant, il est positif, il est valorisant, il est grand, il est brun, il porte des cravates, il est élégant, il est centré, il est calme, il est serein. C'est un vrai bonheur, mon chef. Et comme par hasard, j'ai peut-être dans ma mémoire un papa qui était comme ça. Et souvent, on a un chef, sans le savoir, qui ressemble un peu à nos parents. Le fait d'être convoqué dans le bureau de mon chef, si ce chef vient réveiller des mémoires positives à l'intérieur de moi, eh bien, je vais avoir mes 3 cerveaux qui vont fonctionner en harmonie. Je vais rester centrée, je n'ai pas de stress, je sais que nous allons collaborer ensemble, que nous aurons la vision globale avec mon cerveau cognitif de ce qui va se passer, du travail que nous faisons, qu'avec mon cerveau limbique, j'aurai la motivation parce que mon cerveau dit oui, j'aime, oui, c'est bon, c'est un bon souvenir, mais tout ça se fait de façon inconsciente. Et avec mon cerveau reptilien, qui est le centre neurovégétatif qui régule tout le corps physique, eh bien, mon corps physique va rester calme, pas de stress, la fréquence cardiaque est normale, la tension artérielle est normale, la fréquence respiratoire est normale, etc. Tout se passe pour le mieux. Imaginons maintenant que mon chef ressemble à mon père, mais que mon père n'était pas forcément, ou ma mère, hein, c'est pas forcément votre père, c'est peut-être votre mère, ou peut-être un grand frère, ou peut-être une grand-mère qui a compté, mais mon chef ressemble à une personne qui m'a fait beaucoup souffrir. Une personne qui a eu des comportements jugeants, critiquants, dévalorisants. Et dès l'instant où cette mémoire négative est réveillée, eh bien, le cerveau ne fonctionne plus en harmonie. Il y a une compétition entre mes 3 cerveaux.
Le cerveau limbique prend le pouvoir, qui donne le pouvoir au cerveau reptilien. Parce que le cerveau limbique va dire « je n'aime pas ». Je n'aime pas du tout ce chef-là, il me fait peur, je suis pas à l'aise, je me sens pas en confiance, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas légitime. Il va réveiller toutes les peurs de l'enfant autrefois, quand il était face à son père avec ses devoirs ou face à sa maman un peu exigeante et un peu sévère. Qu'est-ce qui se passe dès l'instant où le cerveau reptilien prend les commandes? On est en situation de stress. Le cerveau limbique a dit « je n'aime pas, je suis en situation de stress, je vais entrer en comportement réflexe ». C'est la moelle épinière et le cerveau limbique, le tronc cérébral qui prennent la direction des opérations. Résultat, je me conduis comme un crocodile. Et un crocodile, ça se conduit comment? Eh bien, dès l'instant où je vais être avec mon chef, je vais être sur la défensive ou sur l'offensive. Je vais peut-être entrer dans le rapport de force si je suis du genre rebelle, en opposition, si j'arrive à m'affirmer. Sinon, je vais m'écraser, je vais m'éteindre, je vais me taire, je vais entrer en repli ou même je vais fuir. Et l'idée du rendez-vous avec mon père peut me faire tellement peur que le matin du rendez-vous, je peux très bien avoir une gastro, une bonne grippe ou une entorse qui m'empêcheront d'y aller. Voilà ce qui se passe. Donc vous retrouverez, je vous donnerai, on les mettra sur le site plus tard, un petit schéma qui vous explique tout ça. Si la mémoire est positive, mes 3 cerveaux coopèrent. Si la mémoire est négative, mes 3 cerveaux sont en compétition et c'est le cerveau du crocodile qui se met en route. Vous retrouvez en détail tout ce processus. Lorsque la mémoire est positive et que mes 3 cerveaux coopèrent, je suis centrée, c'est-à-dire que je donne le meilleur de moi-même. Je suis opérationnelle, je suis dans la légèreté, dans la facilité, dans le plaisir. Si je suis décentrée, c'est-à-dire si j'ai peur, si je suis stressée, si mon cerveau reptilien a pris les commandes, eh bien, je ne suis pas créateur de valeur, je suis décentrée. Je suis dans la peur, dans le doute, dans la lutte, dans le rapport de force, dans la fuite, dans le repli, tous ces comportements reptiliens qu'on attribue au crocodile. Et dans cette situation négative, nous avons perdu la vision globale car nous n'avons plus accès à notre cerveau droit qui a la vision de synthèse. Nous sommes coupés de l'intelligence du cœur et nous sommes capables de dire des horreurs, de péter les plombs. Nous sommes coupés de notre intuition et l'impact dans le corps est préjudiciable. Dès l'instant où je suis en stress, le cœur s'accélère, la tension artérielle augmente, la respiration augmente, la tension musculaire augmente. Ça a un impact au niveau du foie qui libère du glycogène et résultat, je me fatigue beaucoup plus vite et si je vis en permanence dans le stress, je peux aller jusqu'à l'épuisement, une extrêmement fatigue et le burn-out. Je peux même aller dans certains cas de repli trop intense, de peur, jusqu'à me laisser mettre sous emprise et me retrouver dans une situation extrêmement préjudiciable. J'ai actuellement dans mes petites stagiaires adorables une jeune femme maman de 2 enfants qui travaille et qui prend le train très très loin pour aller travailler et qui passe 4 heures dans les transports tous les jours et puis qui est une maman parfaite, qui s'occupe beaucoup de ses enfants en plus et qui n'ose pas discuter avec son chef de l'aménagement de ses horaires et qui lui en rajoute toujours et toujours et toujours parce qu'elle est hyper compétente, hyper douée et elle n'arrive pas à s'affirmer. Eh bien, elle est en situation comme si elle se retrouvait devant son papa d'autrefois et elle n'ose pas dire non, elle n'ose pas s'affirmer, elle s'écrase, résultat, elle est épuisée et au bord du burn-out. Voilà ce qui peut arriver. Il y a plein d'autres symptômes dont on pourrait parler. Quand on vit des situations comme celle-ci, le corps parle à travers la maladie et la maladie, c'est ce que le mal a dit. Donc, si je veux aller mieux, si je veux vivre mieux, plus en harmonie, plus en douceur, il va falloir réparer cet enfant intérieur pour retrouver la paix, la sérénité, redevenir créateur de valeur.
Il est important aussi de faire une petite aparté qui ne concerne pas l'enfant intérieur, mais qui concerne la suite du développement personnel. L'enfant intérieur va impacter notre capacité à intégrer notre masculin et notre féminin, à réunir ce qu'on appelle le mariage intérieur sacré du masculin et du féminin. Nous avons tous en nous une part masculine et une part féminine, et cette part masculine et féminine, tant qu'elles ne sont pas intégrées, c'est-à-dire travaillées avec un enfant intérieur réparé, eh bien, nous ne pouvons pas aimer de façon juste et nous avons tendance à être dans un amour immature, dans la dépendance. Donc, ce travail est important pour l'avenir de notre relation de couple, de nos relations amoureuses, de notre engagement et pour construire une famille également. Ce référentiel de vie, ce qu'on aura vécu avec cet enfant intérieur, va vraiment teinter notre masculin et notre féminin et va créer ce qu'on appelle le référentiel masculin chez les femmes, le référentiel féminin chez les garçons, chez les hommes. Et si ce référentiel est fait avec des parents qui n'ont pas eu des conduites tout à fait justes, tout à fait droites, tout à fait respectables, parce que quelquefois les parents font des choses inacceptables, eh bien nous intériorisons tout cela et ce va être préjudiciable dans notre vie future. Donc l'étape suivante maintenant, on va entrer dans la gestion de cet enfant intérieur et la réparation. La première étape de la gestion de l'enfant intérieur, c'est de le reconnaître dans notre vie. C'est même pas de chercher à reconnaître à quoi ça correspond, à quelle histoire. C'est juste reconnaître que nous sommes décentrés. Dès l'instant où je suis en situation de stress, en situation de peur, en situation de doute, de gêne, quelque chose ne va pas vraiment bien, ça fait généralement appel à mon enfant intérieur. Il se réveille, sa souffrance se réveille et se projette sur la situation du présent. Donc, apprendre à repérer ce qui me décentre et apprendre à me centrer, c'est la première étape extrêmement importante. Lorsque je suis centrée, je suis dans la partie la plus belle de mon être. Je suis l'être de lumière, je suis l'être d'amour, je suis perfection divine, dit-on dans les Écritures sacrées. Je suis à l'image du divin. Je suis. Eh bien, quand je suis s'exprime, tout devient facile. Je suis porté par la vie, je suis conduit à ma juste place, je fais les choses dans la joie, je vis dans le présent, j'aime, je suis aimé, je suis dans une vie magnifique, légère et qui m'épanouit. Si je suis décentrée, si une situation me décentre, eh bien, on va revivre le processus du stress, on va revivre le processus de ce qui se passe quand la mémoire est réveillée. Je suis décentrée, je ne suis pas créateur de valeur, je m'identifie à ma couche de souffrance, à tout ce qu'il y a comme mémoire dans mon corps astral, et je suis en réaction avec mon crocodile, j'ai des comportements reptiliens. Il existe un marqueur physiologique du centrage, c'est un marqueur cardiaque, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Dans le schéma du bas, vous avez un cœur dont les variations de fréquence fonctionnent en cohérence. Dans le schéma du haut, vous avez un cœur qui fonctionne en incohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est le marqueur physiologique de l'état de centrage. Quand je suis centrée, c'est mon je suis qui s'exprime. Quand je suis décentrée, c'est ma couche rouge avec toutes ces blessures qui s'expriment. Comment fait-on pour se centrer ?
La première chose, c'est faire redescendre les énergies dans la terre. Parce que quand je suis décentrée, mon mental est hyper actif. Ça mouline dans ma tête. Je n'ai pas la vision globale, je n'ai que la vision de détail, mais ça va à toute vitesse. Et plus ça va, plus ça augmente, plus ça mouline, plus j'ai peur. Et je peux même aller jusqu'à l'angoisse, jusqu'à la crise d'angoisse. Donc, quand ça se passe comme ça, je plante mes pieds dans la terre pour faire descendre les énergies de la tête jusque dans les pieds. Ensuite, je branche ma tête au ciel pour avoir un axe, pour être droite sur mon axe. Et je me centre sur mon cœur. Et lorsque je suis centrée sur mon cœur, que je porte ma conscience dans mon cœur, je dis « je me centre » et je respire lentement et calmement. En moins d'1 minute, vous passez du décentrage au centrage. La peur s'en va, le stress s'en va. Vous respirez à travers votre peur, vous respirez à travers votre doute, vous respirez à travers votre angoisse. En moins d'1 minute, vous redevenez centré. Cet outil est capital. J'ai découvert cet outil dans les années 86 avec Edelge. Et dès l'instant où on s'entraîne à vérifier chaque jour si je suis centrée ou décentrée, s'il y a un truc qui me gêne, une petite peur, un petit inconfort, et que je me recentre, ça devient une seconde nature et le recentrage devient automatique et réflexe. Donc, c'est vraiment un outil puissant et si ce soir, vous ne retenez qu'une seule chose, retenez ça. Une fois qu'on a appris à se centrer et à gérer ses émotions, son stress, il y a une autre possibilité pour réparer son enfant intérieur. Et là, c'est vraiment de l'expérience et c'est que du bonheur parce que c'est des années de travail avec les stagiaires, avec mes élèves, avec mes clients en séance individuelle. Et ce sont des expériences qui m'ont vraiment permis de voir à quel point ces outils sont magnifiques. Donc, il existe une technique que vous connaissez tous. Dès l'instant où on commence à travailler sur soi, on va faire une thérapie. Ça sont les choses habituelles que vous connaissez, que ce soit une psychanalyse, une thérapie en hypnose, en analyse transactionnelle, en PNL, où il y a plein de techniques. On va mettre des mots sur les mots. On va essayer d'aller à la rencontre de cet enfant en souffrance. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et souvent, l'analyse, qui est un travail intellectuel et mental très profond, va vous permettre de vraiment comprendre ce qui ne va pas, pourquoi vous n'allez pas bien, mais ça ne va pas forcément vous guérir. J'ai vu arriver à mon cabinet ou en séminaire des tas de gens qui me disaient « j'ai fait 20 ans de psychanalyse, j'ai fait 15 ans de psychanalyse, je sais pourquoi je ne vais pas bien, mais je ne vais pas beaucoup mieux ». Moi, je vais vous parler d'outils magnifiques qui vont vous permettre d'aller réparer les mémoires en profondeur. Avant de parler de ces outils, il y a une étape préalable à faire pour aller à la rencontre de son enfant intérieur. Cette étape préalable, vous pouvez la faire seule chez vous ou vous pouvez la faire avec un thérapeute. Il s'agit d'aller à la rencontre de votre histoire en profondeur, à la rencontre des souffrances de l'enfant et aussi à la rencontre de ses parents. Nous avons tendance à idéaliser nos parents très souvent ou à être dans le déni. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu. J'ai vécu le déni pendant toute ma jeunesse, mon adolescence. C'était ma stratégie inconsciente pour m'adapter à mon histoire, à ce que je vivais. Et je disais que j'avais des parents parfaits, une famille parfaite, des frères et sœurs parfaits, et que si j'allais pas bien, c'était de ma faute, mais que tout était parfait autour de moi. J'étais dans le déni. Jusqu'au jour où je suis entrée dans les années 80 en thérapie, en psychanalyse, puis en thérapie jungienne. Et ensuite, j'ai commencé d'autres approches. Si ça vous intéresse, vous trouverez tout sur mon site. Eh bien, j'ai commencé à aller à la rencontre de mon histoire et de mes parents.
Et il est un mot qui est difficile à dire, qui fait peur quand on l'entend, qu'on n'ose pas toujours prononcer, mais qui est très important dans le travail de l'enfant intérieur. C'est aller voir ce qu'on appelle la toxicité parentale. Nos parents ont parfois des comportements toxiques. Je ne vais pas, à travers cette conférence, régler le compte de tous les parents. Je suis moi-même une maman, j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant, mais qui ont été petits et croyez-moi, quand ils étaient plus jeunes, je n'ai pas été une mère parfaite, loin de là. Et le petit dernier qui a maintenant bientôt 29 ans, 30 ans, qui est vraiment un beau jeune homme et qui, lui, a eu la chance d'avoir une maman éveillée, une maman qui avait travaillé, qui avait développé son être, qui avait changé. Les grands disaient, ils ont eu 2 mamans, la maman d'avant, la maman d'après. Eh bien, le dernier disait tout juste, ma mère était tout juste acceptable. Vous voyez, malgré mes 40 ans de développement personnel, tout juste acceptable. Donc, on ne va pas juger, mais on va faire face. On ne va pas condamner, on va faire face. Nous savons que nos parents ont fait de leur mieux avec ce qu'ils savaient, avec ce qu'ils connaissaient, avec le niveau de conscience qu'ils avaient, avec ce qu'ils vivaient. On ne va pas les accuser, mais l'important est de regarder réellement ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on appelle la toxicité parentale? On peut distinguer 7 familles de pouvoir de domination. C'est la façon avec laquelle le parent prend le pouvoir sur l'enfant ou agit sur la psyché de l'enfant, et ça va avoir pour conséquence une construction de personnalité avec des souffrances. Il existe 7 pouvoirs, je vais vous les donner, je ne vais pas vous les détailler complètement parce que ça prendrait beaucoup de temps, il faudrait plus d'1 heure de conférence pour faire ce travail et je le détaillerai au cours d'un webinaire. Le premier principe, le premier pouvoir, c'est le pouvoir intimidateur. Le pouvoir intimidateur, il y a différents types de parents intimidateurs toxiques. Quand le parent est trop perfectionniste, trop autoritaire, trop exigeant, un peu tyrannique peut-être, quand il a des exigences très dures et très difficiles. Quand le parent est colérique, soupolé, qu'il pète les plombs, qu'il pique des colères, qu'il peut faire peur à l'enfant. Quand le parent juge, critique, condamne, compare, humilie. Tous ces aspects sont des aspects du pouvoir intimidateur. Il y en a d'autres, on les détaillera plus tard. Autre pouvoir intimidateur, autre famille de pouvoir, le parent interrogateur. C'est un parent qui pose des questions tout le temps. Il veut contrôler, il veut savoir, il veut surveiller et il ne respecte pas l'espace privé de l'enfant. Ça, c'est au niveau de la psyché, mais ça peut aussi se manifester physiquement. C'est le parent qui ne frappe pas à la porte de la chambre de l'enfant avant d'entrer. C'est le parent qui rentre dans la salle de bain de l'adolescent alors qu'il est nu, sans frapper. Ce sont des parents qui n'ont pas de limites, qui ne posent pas les limites. Et c'est extrêmement préjudiciable pour l'enfant ensuite. Le parent plaintif victime, ça peut être un parent malade. Dès l'instant où un parent est malade, ça pose une grosse difficulté dans la famille. L'enfant va tout faire pour la guérison de son parent. Il va devenir un enfant parfait, il va essayer d'être sage, d'être le sauveur de ce parent, il va faire plaisir, il va se soumettre. Ça, c'est quelque chose de grave, le parent est malade. Mais il y a des plaintifs victimes comme des parents qui se plaignent, qui sont toujours fatigués, qui disent « vous m'usez, vous me fatiguez, vous allez me faire mourir », qui disent qu'ils se sont sacrifiés avec tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis sacrifié pour toi. Quelque part, ils vous culpabilisent. Il existe des parents déficients comme les parents alcooliques, les parents drogués, les parents immatures, irresponsables, les parents enfants. Il existe des parents indifférents, c'est pas qu'ils sont forcément indifférents, mais c'est qu'ils sont absents. Par exemple, le parent décédé, le parent divorcé qui voit très peu ses enfants, ou le parent trop occupé dans son activité professionnelle, qui part tôt, qui rentre tard, qui est peu présent, et quand il est présent, il est peu disponible, peu accessible.
Il existe encore deux types de parents difficiles. Le pervers manipulateur, c'est le parent qui manipule, qui obtient toujours ce qu'il veut, qui arme le bras du père, la mère par exemple, qui arme le bras du père contre l'enfant pour faire la loi, ou le pervers manipulateur qui obtient tout ce qu'il veut sans jamais le demander. Le pire de tous dans cette situation, c'est le pervers narcissique qui est dans la surcompensation égotique et qui se conduit comme un bourreau dès l'instant où il est en situation de décentrage. Il existe un autre type de perversion, le septième pouvoir, ce sont les pervers sexuels, sans aller jusqu'au viol ou à l'inceste. Il y a plein de perversions sexuelles avec juste des énergies sexuelles au dehors qui ne sont pas à leur place et que l'enfant ressent, ou carrément les attouchements et jusqu'à l'inceste, jusqu'au viol, voilà des pouvoirs de domination. Il y a tout un travail extrêmement intéressant à faire sur ces pouvoirs de domination, car chaque pouvoir a une conséquence et chaque pouvoir va générer des stratégies inconscientes d'adaptation, de compensation ou de survie chez l'enfant. La deuxième analyse qu'il faudra faire et qu'il sera intéressant de faire pour réparer cet enfant intérieur, c'est d'aller chercher tous les jeux toxiques relationnels que vous avez eus avec vos parents ou que vos parents ont eus avec vous. Ces jeux toxiques relationnels font ce qu'on appelle un référentiel à l'intérieur de vous, de type de relation que malheureusement vous allez reproduire partout de façon inconsciente. C'est comme si vous aviez été conditionné. Donc, ces jeux toxiques sont en lien avec les jeux de lutte, les rapports de pouvoir, avoir toujours raison, avoir le dernier mot, les jeux de fuite, lorsque le parent s'écrase, ne s'affirme pas, ne fait pas ce qu'il faut, ou n'est jamais là, les situations de repli. Les jeux dans les triangles pervers, bourreau, victime, sauveur, qui se jouent à trois ou à tour de rôle. Le parent est bourreau, puis il devient victime, puis il devient sauveur, et l'enfant passe par les mêmes rôles. C'est un triangle pervers extrêmement douloureux et difficile. Les parents tyrans qui vont amener l'enfant à être rebelle ou à être suradapté, à anticiper. Tous les jeux pervers manipulatoires pour obtenir tout ce qu'on veut et toutes les réponses de l'enfant à ces situations douloureuses et difficiles. Que va faire l'enfant face à ces toxicités parentales? Eh bien, il va chercher à s'adapter. Soit il s'adapte et il devient l'enfant parfait, super sage, super mignon, l'enfant parfait, jusqu'à même anticiper, être toujours en avance par rapport aux désirs du parent, par rapport aux attentes du parent, parce qu'il est dans la peur, par exemple. Donc, il est adapté. Et dans le cas où il est vraiment dans la peur et où l'anticipe, on va parler de suradaptation. Ou alors, l'enfant pourra être rebelle et pourra dire « j'en ai rien à faire, va te faire voir », il va répondre, il va pas se laisser faire, il va en faire qu'à sa tête. Et pour le parent, ça sera pas forcément évident. Donc, nous allons devoir rechercher pour chaque âge de la vie toutes les mémoires depuis le ventre maternel, la grossesse, la naissance, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, pour comprendre comment elles ont impacté l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va faire dans l'étape suivante? Et c'est là où nous allons parler de ces outils magnifiques que sont les états d'expansion de conscience. Qu'est-ce qu'un état d'expansion de conscience? On peut définir les états d'expansion de conscience de deux manières. D'une manière scientifique ou d'une manière subjective à partir des ressentis. Les états d'expansion de conscience sont des outils qui vont nous permettre de réparer complètement les mémoires de telle sorte qu'elles ne seront plus du tout actives dans la vie. Vous savez ce que c'est les états d'expansion de conscience et vous les pratiquez sûrement déjà, car dès l'instant où vous commencez à vous relaxer,
vous êtes en premier état, premier niveau d'expansion de conscience. Quand vous méditez, par exemple, vous allez partir également en expansion de conscience. Quand vous faites du yoga, à la fin de la séance de yoga, que vous avez une relaxation, vous pouvez faire de très belles expansions de conscience. Ces outils sont vraiment magnifiques et extraordinaires et de mes 40 ans d'expérience, c'est ce que j'ai trouvé de plus puissant et de plus efficace. Donc, je vais vous donner les définitions et je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Donc, ces états d'expansion de conscience, on les définit par les ondes cérébrales. Je ne sais pas si vous voyez dans le bon sens, en fait. On va avoir dans les ondes cérébrales, on peut avoir une approche quantitative, scientifique. L'état d'expansion de conscience amène mon cerveau, les ondes de mon cerveau à se modifier. C'est-à-dire que je vais passer des ondes bêta, qui sont les ondes de veille quand je suis active, quand je travaille, aux ondes alpha quand je me relaxe ou que je m'endors le soir, aux ondes θ quand je dors, là je vais dormir en ondes θ, puis en ondes delta, là je vais être en état de sommeil profond, très profond, et en ondes gamma lorsque je vais être en état de sommeil paradoxal, c'est-à-dire que je rêve. Voilà comment on va définir, on pourra enregistrer les ondes avec des électrodes, l'électroencéphalogramme, et à mesure qu'on part en expansion de conscience, on verra ces ondes apparaître sur le papier à l'impression de l'électroencéphalogramme. La deuxième façon de définir ces expansions de conscience, c'est avec une perception subjective. En état d'expansion de conscience, la perception que j'ai du temps, du corps, de l'espace et la perception que j'ai de moi vont se modifier. Je ne vais pas ressentir les mêmes choses à mesure que je m'expanse en expansion de conscience. Voilà comment on va les définir. Comment fait-on pour aller en expansion de conscience? En séance individuelle et dans les groupes, je propose des expansions énergétiques et en visualisation. Je vous guide et à mesure que moi-même je m'expanse, que mes assistants qui sont avec moi s'expansent parce qu'ils sont entraînés, nous vous emmenons avec nous dans notre énergie et vous allez vous expanser. Votre conscience va s'expanser de la même manière. On peut vraiment vivre ces outils sur le séminaire de 2 jours. Qu'est-ce qui se passe et comment on fait pour y aller? Donc, en dehors de cette visualisation énergétique, il y a plein de techniques. Premièrement, les techniques corporelles. Par exemple, chaque fois que je fais du yoga, du tai chi, du qigong, tous ces sports et ces arts martiaux vous emmènent en état d'expansion de conscience. Ils activent l'énergie à l'intérieur de votre corps et vous pourrez avoir des visions, des sensations, des perceptions. On peut le faire également si vous faites de la course à pied. Les personnes qui entrent dans ce qu'on appelle le deuxième souffle, eh bien, ce n'est plus la volonté qui fait courir, c'est l'énergie qui commande la course. Ils sont en état d'expansion de conscience. Et j'avais des stagiaires qui faisaient des marathons et qui couraient beaucoup et qui disaient toujours, lorsque je suis dans cet état de deuxième souffle, j'en profite pour travailler, pour régler les problèmes, pour chercher de l'information, pour nettoyer mes mémoires. C'est un outil magnifique. Deuxième technique pour aller en expansion de conscience, les sons. La musique sacrée, les musiques de méditation, les bols tibétains en cristal, en bronze, les didgeridoo, le chant des baleines, le bruit des cascades, le bruit de la mer. Tous ces sons peuvent vous amener en état d'expansion de conscience. Toutes les techniques de visualisation guidée, comme les techniques d'hypnose, comme certaines techniques de sophrologie, comme le rêve éveillé, toutes ces techniques peuvent vous amener.
Le thérapeute qui vous emmène ne vous emmènera que jusqu'où lui-même est stable. Il ne peut pas vous emmener dans les très hauts plans si lui n'est pas stable dans ces hauts plans. La méditation et la contemplation, vous pouvez aller dans ces états avec la méditation, avec la contemplation. La respiration, les techniques respiratoires sont des outils magnifiques que j'ai utilisés pendant des années et que j'utilise encore et qui m'ont permis d'explorer toute la conscience, tous les corps énergétiques, et je vous expliquerai tout à l'heure. Les outils Monroe sont de très très bons outils pour aller en expansion parce qu'ils permettent d'y aller en sécurité. Ce sont des sons qui hémisynchronisent les hémisphères cérébraux et qui permettent de partir en totale sécurité et surtout de revenir. Et puis, il y a les plantes sacrées, les plantes des chamans. J'ai fait de nombreuses expériences avec les plantes africaines en Afrique ou dans la forêt amazonienne avec mon chaman Akchumak, mon grand ami, avec qui j'ai travaillé pendant des années et il m'a fait faire des rituels avec des plantes comme l'ayahuasca, le cactus San Pedro et des mélanges qu'il faisait lui-même pour moi, et on était soit tout seul, soit j'en ai un ou deux assistants avec moi pour vivre ces expériences. Donc, les plantes sacrées sont aussi des outils magnifiques pour aller en expansion de conscience. Donc, je vais partir en expansion de conscience avec l'un de ces outils, mettons visualisation guidée, je vous emmène ou vous faites une méditation ou une séance de yoga et la phase de relaxation après, vous allez l'utiliser pour faire cette expansion et pour travailler. Vous allez aller chercher les mémoires. Où sont les mémoires? Elles sont dans le corps astral. Donc, il va falloir expanser sa conscience dans le corps physique, amener une grande relaxation. Le corps physique s'endort, puis partir dans le corps éthérique, puis partir dans le corps astral, le corps émotionnel. Et moi, je vous emmène jusqu'aux limites du corps émotionnel pour avoir la vision globale, ce que Monroe appelle le focus 17. Une fois qu'on est dans cette zone, on est dans ce que j'appelle l'espace nacré, et dans cet espace, on voit toute l'histoire de notre vie, de notre conception à aujourd'hui. On va aller chercher les mémoires par tranche de vie du petit bébé ou du ventre maternel ou de l'enfant entre 0 et 3 ans ou entre 3 et 6 ans ou entre 6 et 11 ans ou une mémoire en particulier. Il suffit de poser l'intention de ce qu'on veut travailler et on va aller le chercher. On va connecter ces mémoires. La conscience va passer dessus. Et lorsqu'on connecte la mémoire, elle s'ouvre. Alors montent toutes les émotions qui sont attachées à la mémoire. Et si à cette époque, l'enfant a eu peur, a été terrorisé, a été angoissé, a été immensément triste, frustré, vous allez retrouver toutes ces sensations. Votre corps se souvient. Cette mémoire s'ouvre complètement et libère. Elle libère tout. Toutes les sensations, tous les souvenirs. Si vous êtes visuel, vous allez voir. Si vous êtes auditif, vous allez entendre. Si vous êtes kinesthésique, vous allez ressentir. Si vous êtes cognitif, vous allez savoir. Je sais que c'est ça. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, mais vous savez que c'est ça. Donc, la mémoire s'ouvre et vous retrouvez toutes les sensations. Le corps se souvient, vos cellules, vos muscles se rappellent et vous allez à la rencontre de l'enfant, de l'événement, de ce qui s'est passé. Et vous allez entrer en relation avec cet enfant. Vous, l'adulte d'aujourd'hui, vous allez parler à votre enfant d'autrefois. Vous allez le prendre dans vos bras, vous allez l'écouter, le consoler. Il va vous raconter son histoire, son chagrin, sa souffrance, sa peur. Et vous êtes dans l'amour inconditionnel pour cet enfant, dans la bienveillance. Vous l'accueillez. Il exprime tout et vous retrouvez tout, les attitudes, les lieux, les gens, tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Un vrai dialogue peut s'installer. Vous devenez le parent parfait de cet enfant.
Vous accueillez sans juger, sans condamner, sans dire bah oui, mais c'est rien, c'est pas grave. Non, c'est la souffrance de l'enfant, il faut la respecter. Vous l'accueillez dans l'amour inconditionnel et dans la bienveillance. Vous l'écoutez et vous le prenez dans vos bras et vous le consolez. Et puis vous regardez qui est à l'origine de cette souffrance. Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est la mère? Est-ce un frère, un grand-père, un voisin? Qui est à l'origine de la souffrance de l'enfant? Vous sortez l'enfant de la situation douloureuse et difficile et vous allez l'emmener avec vous et nous allons partir un peu plus loin en expansion de conscience pour aller jusque dans le corps de l'être, le corps de lumière, le lieu de guérison, le lieu de l'amour inconditionnel. Et on va monter avec l'enfant dans cette zone, dans ce corps de lumière pour le réparer, pour le nettoyer. Vous l'emmenez, cet enfant, sous la source qui est dans ce lieu. Il y a une source symbolique, on l'imagine comme une cascade de lumière, une cascade d'amour. Et vous allez poser l'enfant en dessous. Et la cascade de lumière et d'amour va purifier les mémoires dans les muscles, dans les cellules, dans le corps éthérique, dans le corps astral. Elle va nettoyer tout ce qu'elle peut nettoyer. À mesure que les mémoires s'ouvrent, le nettoyage se fait. On peut nettoyer plein de mémoires en même temps, sur une même expansion de conscience. On peut réparer plein de mémoires en même temps, sur une même extension de conscience. Vous allez mettre cet enfant en sécurité, le protéger, il va se remplir de lumière, il va se remplir d'amour, il se régénère, il se fortifie. Il retrouve la conscience de ses talents. Tous ceux qu'il avait perdus parce qu'on l'avait jugé, parce qu'on l'avait condamné, parce qu'on l'avait humilié, il va retrouver tous les talents qu'il avait au départ, toutes les qualités de son je suis. Il se répare. À mesure que l'enfant se répare, la mémoire s'ouvre et donc le bouchon, la densité qui était dans le canal énergétique se nettoie. Le bouchon se lève et l'énergie recircule dans le corps et vous le sentez dans votre corps à la fin du travail. Votre corps pétille, vos jambes vibrent, vos pieds ont des fourmis, vous sentez l'énergie qui circule, vous vous sentez davantage en vie. Lorsque l'enfant est réparé, qu'il est rempli de lumière, qu'il rayonne comme un soleil, vous allez le ramener dans votre cœur. Vous le levez au fond de votre cœur, âge par âge, séance par séance, et à mesure qu'il se répare, les enfants se superposent, fusionnent, ils ne font plus qu'un. Votre enfant intérieur se répare et il retrouve sa valeur, il retrouve ses talents, il retrouve ses capacités. Et il redevient l'enfant de lumière. L'être, vous refaites l'expérience de votre vraie nature. Donc l'enfant est réparé, il est ramené dans le cœur, il est en sécurité. À partir d'aujourd'hui, il ne sera plus seul. C'est vous qui veillez sur lui, c'est vous qui vous occupez de lui. Et cet enfant réparé va prendre la place dans la mémoire au niveau du cerveau. C'est la mémoire réparée que vous avez visualisée qui va remplacer la mémoire de souffrance. Et cette mémoire réparée, eh bien, le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et le virtuel. Du fait de sa plasticité, la mémoire réparée prend la place et c'est comme si c'était ce qui s'était vraiment passé dans votre vie. La cicatrice reste, vous savez qu'il y a eu cette souffrance, mais il n'y a plus aucune émotion, plus aucune douleur, plus aucune gêne. Et lorsqu'à mesure que les mémoires se réparent, vous avancez sur ce chemin de l'évolution, eh bien pour les enfants les plus maltraités, les plus malmenés, même les enfants martyrs, ils découvrent dans le temps de beaux souvenirs avec leurs parents. Toute la douleur et la souffrance a été réparée et ce sont les quelques beaux souvenirs qui reviennent et qui vont pouvoir prendre la place à côté de la mémoire réparée.
La dernière étape du travail de réparation de l'enfant intérieur, c'est d'aller chercher le parent, la personne qui a fait souffrir l'enfant. Le plus souvent, ce sont les parents, la famille, les proches, les instits, tout ce qui va servir, toutes les personnes qui vont œuvrer à l'éducation de l'enfant. Le plus souvent, ce sont ces personnes. Vous allez aller la chercher, cette personne, le père, la mère, le frère, et tout comme l'enfant, vous allez l'emmener dans l'espace de guérison. Vous visualisez le parent qui monte avec vous dans l'espace de guérison et vous allez l'inviter sous la source. Vous allez visualiser votre parent avec son être et votre parent avec sa couche de personnalité, sa couche d'ombre, parce que lui aussi a une couche de souffrance. Si votre parent avait eu des parents parfaits, il aurait été un parent parfait. Donc, il a eu de la souffrance et c'est ça qui fait qu'il n'a pas été un parent parfait et qu'il a créé de la souffrance chez l'enfant par la suite. Et ainsi de suite, ça se reproduit de génération en génération. Donc, on va réparer cet enfant avec le travail sur le parent. Vous allez visualiser la couche d'ombre de votre père, de votre mère. Cette couche d'ombre, vous allez vous adresser à elle. Vous allez aller chercher au plus profond de vous, dans les plus profondes couches de l'inconscient, au plus profond, toute votre colère, toute votre souffrance, toute votre haine, toute votre tristesse, tout ce qui vous a fait mal. Et vous allez vous affirmer en visualisation face à ce parent, face à sa couche d'ombre, et vous allez lui dire ce que vous n'avez jamais dit, ce qui n'était pas juste, ce qui vous a blessé, ce qui était inacceptable. Et avec votre colère, vous allez casser la couche d'ombre, la détruire sans toucher à l'être, sans toucher à l'être de votre parent qui est au centre, sans toucher à son étincelle de lumière qui est dans son cœur. Et vous détruisez cette couche d'ombre, vous la rendez cendre, vous en faites du feu, vous prenez ce que vous voulez. Les stagiaires disent j'ai pris un pistolet laser, une batte de baseball, un marteau-piqueur parce que c'était du béton. Vous cassez cette couche jusqu'à ce qu'elle soit en cendre. À mesure que la couche se casse, votre parent ou la personne se répare, elle se remplit de lumière, elle se remplit d'amour sous la couche. Et vous allez peut-être pouvoir voir le parent parfait qu'il aurait pu être à ce moment-là. Et donc, en réparant, vous allez sentir qu'il a fait ce qu'il a pu, comme il a pu, du mieux qu'il a pu. Et vous allez sentir un élan au plus profond de votre cœur. Et vous allez faire un pas sur le chemin du pardon. Je te pardonne, papa. Je te pardonne, maman. Je fais un petit pas sur le chemin du pardon. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Pardon, c'est par le don de l'amour. Je rétablis le lien d'amour avec mon père, avec ma mère. Je pardonne, je lui donne de l'amour, j'envoie un rayon de lumière, un rayon d'amour vers l'étincelle de lumière qui est au fond du cœur de mon père et de ma mère. En faisant cela, et parfois ça demande du temps, il faudra plusieurs séances pour pardonner et ce n'est pas grave, on va au rythme qui est bon pour soi. Eh bien, en pardonnant, la mémoire totale est nettoyée, totalement réparée. Et j'arrive à être dans une relation d'amour inconditionnel avec mon père, avec ma mère, avec toutes les personnes qui m'ont entourée dans mon histoire. Je répare, je me répare, je les répare. Voilà ce qui se passe quand la mémoire se répare en expansion de conscience. La mémoire est totalement vidée, totalement déchargée de son énergie bloquée, de ses émotions négatives. Et si je repasse après, il n'y a plus qu'une petite cicatrice minuscule. Cette cicatrice, elle reste là, mais elle n'est pas douloureuse. Je sais ce qui s'était passé, je le sais
et c'est réparé. Elle n'est plus active. Plus jamais la mémoire ne se projettera sur une situation présente. La mémoire réparée a pris la place et donc je suis de moins en moins stressée, de moins en moins dans les peurs, de plus en plus centrée. Mon passé ne se projette plus sur mon présent. J'ai réparé mon histoire. Je répare également mon image. En allant sous la source, je répare l'image que j'ai de moi. Je suis lumière, je suis amour. Et je renais à ma vraie nature, à tous mes talents, à toutes mes capacités. Et il n'est pas nécessaire de réparer toutes les mémoires. L'expérience m'a montré qu'en travaillant par tranche de vie et en le refaisant quelques fois, on n'est pas obligé de le faire 10 fois, 100 fois, 2, 3 fois, le travail se fait. Déjà après le séminaire de 2 jours, il y a énormément de mémoires qui sont réparées. Et quand on refait ce travail au séminaire de 4 jours, le suivant, les stagiaires voient l'évolution. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de douleur, il y a une plus grande paix, il y a plus de joie. Donc, il n'est pas nécessaire de réparer toutes les mémoires en détail, les tranches de vie suffisent. L'importance du travail sur la grossesse, sur la naissance et sur la conception vont permettre de décrypter le schéma racine. Ça, on ne peut le faire qu'au séminaire de 2 jours. J'ai besoin de l'énergie de 2 jours pour le trouver pour chacun. C'est un travail extrêmement difficile à la lumière de votre histoire et de ce qui s'est passé dans le ventre maternel, mais actuellement, je le trouve systématiquement pour chaque personne. La petite enfance et les années primaires qui structurent notre personnalité, elles vont donner cette image que je crois être, qui je crois être. Eh bien, ça se répare et doucement, je me répare. L'adolescence, qui correspond aux années secondaires de 11 à 18 ans, qui infirme ou qui confirme notre structure de personnalité si le milieu dans lequel j'ai vécu s'arrange ou ne s'arrange pas, eh bien là, le fait de réparer les mémoires, tout s'arrange. Donc, cette rencontre avec toutes ces tranches de vie et toutes ces mémoires que je répare, tout doucement vont me permettre de retrouver toutes mes qualités, tous mes talents. Et tout doucement, je vais pouvoir avancer vers mon projet de vie, vers ce pourquoi je suis faite, vers les plus beaux talents que j'ai au fond de moi et que j'avais oubliés. Et c'est ainsi qu'on voit les stagiaires qui changent de métier, qui changent de vie, qui se mettent à l'écriture, à la sculpture, à la peinture, qui deviennent thérapeutes, qui font des massages, qui deviennent de magnifiques managers, qui ont des promotions extraordinaires et des carrières fabuleuses. Sur 40 ans, je peux vous dire, j'en ai vu des choses et des réparations magnifiques. Qu'est-ce que ces réparations font également? Elles libèrent toutes les énergies qui étaient coincées à l'intérieur des vaisseaux du corps énergétique. Cette énergie, elle est disponible pour la vie. Cette énergie, elle devient constructive, créative. Et donc, elle est disponible pour mes projets, pour mes intentions. Donc, je n'ai plus qu'à poser des intentions et je commence à créer. Et plus je pose mon intention dans un plan élevé de conscience, eh bien, plus je la crée, plus je la réalise. J'ai de plus en plus de vitalité, j'ai la pêche, je suis de plus en plus enthousiaste et ma vie est de plus en plus harmonieuse, sereine, en paix, puisque mon enfant est réparé et il ne se projette plus sur mon présent. J'arrive dans un lâcher-prise magnifique, j'ai confiance, je me donne dans la vie, elle veut le meilleur pour moi, j'ai confiance en elle, je suis en totale sécurité. Donc ce travail amène de grandes, grandes améliorations dans ma vie. Je développe des sens subtils, plus je nettoie, plus je travaille, plus je stabilise les plans de conscience de l'éthérique, l'astral, le causal, le corps mental, le corps bouddhique et le corps atmique, plus je développe les talents qui y sont attachés. C'est absolument magnifique. Donc, je suis dans le lâcher-prise, dans la confiance. Ma vie devient bien plus légère et beaucoup plus facile. Posez vos intentions, l'univers se charge du reste. J'expérimente le pouvoir de l'intention.
Je peux apprendre également, quand mon enfant intérieur se répare, j'ai de plus en plus d'énergie, je vais entrer en résonance avec d'autres formes d'énergie, comme les énergies de la nature ou des mondes subtils. Et puis, comme je répare ma colère, ma tristesse, ma souffrance, je suis plus dans le cœur, je suis plus dans l'amour et toutes mes relations sont beaucoup plus dans l'empathie. Je découvre l'amour inconditionnel et j'essaie de l'expérimenter au quotidien dans tous les instants de ma vie. La dernière conséquence, c'est que je vis dans le présent. Je n'ai plus peur, je n'ai plus de doute, je ne vis plus dans le futur projeté avec mes peurs, mes limitations, mes doutes, je ne vis plus dans le passé comme victime plaintive avec toutes les souffrances, je vis dans le présent, intensément dans le présent. Alors j'exprime ma vraie nature, je suis, c'est-à-dire l'être de lumière qui est au fond de moi, l'être de lumière qui se manifeste de plus en plus, qui me guide, qui m'accompagne, c'est que du bonheur. Et si c'est pas du bonheur, c'est parce que l'ego est venu faire un petit retour. Et c'est normal. Nul n'est parfait. Nous sommes d'essence divine. Nous ne sommes pas totalement divins. Nous sommes à l'image du divin, avec encore des imperfections. Même après 40 ans, il m'arrive de temps en temps d'avoir encore des petits aspects d'ego qui reviennent, des petits aspects d'orgueil. Eh bien, je fais attention, je me recentre et je continue. Je me pardonne, je mérite mieux et je recommence autrement. Je deviens donc un créateur de valeur globale pour moi-même, pour les autres, pour le monde. Et tout doucement, je vais quitter l'illusion de la séparation et je vais vivre l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire vivre l'unité? On fait l'expérience de l'unité quand on monte dans les très hauts plans de conscience, dans le corps atmique, à partir du corps atmique, bouddhique et atmique, corps de l'intuition, corps de l'être, on commence à le vivre. Et on découvre que je suis le tout. Pourquoi juger mon voisin puisque c'est moi? Pourquoi abîmer telle chose puisque c'est moi? J'appartiens au tout, je suis le tout, je suis fondu dans le tout est fondu en moi. C'est ça, vivre l'unité en toute chose. C'est voir le divin en toute chose. Donc vivre l'unité, c'est la joie pure, c'est la félicité dans la vie à chaque instant. Voilà ce que je vous souhaite en réparant votre enfant intérieur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si ça vous donne envie, si vous voulez expérimenter, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il faut commencer par le 2 jours. Le prochain a lieu le 9 et le 10 janvier, normalement au Forum 104. Le Forum 104 commence à ouvrir normalement pour le week-end du 9 et 10 janvier. Il y a déjà pas mal d'inscrits, il reste quelques places, n'hésitez pas à les prendre, puis ensuite ce sera le séminaire de mars. Si vous avez aimé le 2 jours, ce qui est pratiquement toujours le cas, et que vous avez envie d'aller plus loin, le 4 jours vous aidera à vraiment nettoyer en profondeur, jusque dans le ventre maternel, en allant chercher le schéma racine et à amener ce bien-être dans votre vie, changer votre vie. Les stagiaires disent il y a un avant, il y a un après, le 4 jours, ça change la vie. Ça, c'est eux qui vous le diront. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous remercie. Je vais regarder un peu. J'ai pas pu lire sur le côté parce que je suis pas encore assez entraînée à la technique. Mais si vous avez des questions, c'est le moment de les poser et je vous répondrai. Donc, je vois le 4 jours est-il toujours en semaine? Le 4 jours est en résidentiel du mardi au dimanche matin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Je vais répondre. Voilà. S'il y a des questions, je suis encore là quelque temps. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, que nous sommes de plus en plus nombreux à entrer dans cette mutation, car le vivant et tout ce que notre société vit est un reflet de ce que nous vivons dans notre intériorité. Ça, c'est magnifique et c'est bien vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Posez vos questions, je vous en prie. Et puis, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire directement sur le site ou vous pouvez envoyer un mail. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ah, je vois, il y a Mitra qui a fait les séminaires.
Voilà, je vois qu'il y a plein de noms que je connais dans la liste. Je vous dis bonjour à tous, je vous remercie. Et s'il n'y a pas de questions écrites, eh bien, je vais stopper là. Vous souhaitez une merveilleuse soirée. Et je vous donne rendez-vous demain soir sur Facebook pour la méditation. Il y aura une méditation demain soir, le 16 décembre. Ensuite, j'aurai ma famille normalement à la maison, donc j'aurai du mal à m'extraire et puis je veux profiter de mes petits. Donc, il n'y aura pas de méditation, mais si jamais je peux la faire, suivez sur Facebook, je vous préviendrai. Et donc, les 2 prochaines méditations sont des méditations importantes de fin d'année. Et la première méditation de janvier est une méditation importante de début d'année. Et nous aurons, j'espère, le yoga, le grand atelier d'expansion de conscience au Forum 104, début janvier. J'espère que nous pourrons le faire. Sinon, on fera la méditation en ligne. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je suis ravie d'avoir partagé ce temps avec vous. Nous mettrons prochainement cette conférence sur le site. On ne va pas l'envoyer individuellement. Elle sera mise sur le site. Vous pourrez la retrouver et vous retrouvez les PowerPoint déjà sur le site et il y en aura d'autres qui vont arriver. Je vous donne rendez-vous donc pour les méditations du mercredi, pour la prochaine conférence qui aura lieu début janvier. Je n'ai pas encore réfléchi au sujet, mais peut-être sur le masculin, le féminin, ou sur les archétypes, ou les égrégores, ou sur le qui suis-je, je ne sais pas. Je vous dirai ça prochainement. À très bientôt. Portez-vous bien, soyez heureux. Je vous inonde d'amour, de lumière, et je vous remercie de tout cœur. Au revoir.